Ah ben ça alors. Eh ben vous savez ce qui s'est passé? Le téléphone est tombé, qui fait que ça a coupé la vidéo. Alors je fais cette deuxième vidéo pour vous montrer exactement ce dont je vous parlais. Voilà, ça sera une bonus. Allez, je vous laisse, décidément, hein. Il faut que je change de caméra. Hein. Ah, allez mes amis, cette fois-ci je m'en vais. Disons simplement que j'aime bien faire peur aux gens. C'est très marrant. Toute histoire que l'on raconte, particulièrement à travers les films, avec tous ces spectateurs rassemblés autour de cet écran lumineux qui leur conte quelque chose, est assez semblable finalement à nos ancêtres qui se réunissaient autour du feu pour écouter un sorcier raconter des histoires et autres mythes. Et ces histoires sont toujours profondément liées à la vie humaine, qu'elles traitent de choses dérangeantes, émouvantes ou terrifiantes. Quelles qu'elles soient, elles laissent toujours des traces dans notre esprit et notre subconscient. On peut donc évoquer ces thèmes à travers un récit attirant et distrayant, afin de les faire revivre une nouvelle fois aux spectateurs et de leur donner une nouvelle dimension. C'est un processus très ancien, vous savez, et vous pouvez faire ça avec une comédie, un drame historique, ou comme moi, des films d'épouvante et des thrillers. Mon premier film, La dernière maison sur la gauche, était très violent et très viscéral. J'ai ensuite évolué vers quelque chose de plus abstrait, de plus intellectuel. Peut-être parce que mon public s'élargissait. Après, j'essaye toujours d'être imprévisible, de surprendre les spectateurs. Pour y parvenir, il faut essayer de comprendre dans quel état psychologique et même spirituel se trouve votre public au moment présent, et vous inscrire dans cette époque. Je ne sais pas vraiment comment j'y parviens, mais je fais en sorte d'être à l'écoute de toutes les générations, de l'ère du temps et de la culture du moment, et surtout de ne pas rester ancré sur des choses vieilles de 10 ou 50 ans. C'est important, surtout à mon âge, de ne pas se contenter de rester dans l'univers dans lequel on était à l'aise, mais de constamment vous mettre dans une position inconfortable pour apprendre de nouvelles choses. Mais après, la peur est quelque chose d'ancien et de primal. Il faut simplement la retranscrire par de nouveaux moyens. Je garde un bon souvenir de mes débuts, car j'apprenais mon métier sur le tournage en quelque sorte. J'ai principalement fait mes 2 premiers films en collaboration avec une seule autre personne importante, le producteur. Pour La dernière maison sur la gauche, il s'agissait de Sean S. Cunningham, qui a ensuite réalisé Vendredi 13. Pour La colline des yeux, c'était Peter Locke. Et ils ont tous deux contribué à ce que les films se fassent. Sur La colline des yeux, par exemple, qui était notre gros budget, nous avions une équipe de 12 personnes et quelque chose comme 300 000 $. Tout reposait donc sur Peter et moi. J'ai écrit le film, je l'ai réalisé et monté, et il me secondait et m'apportait le café en quelque sorte. C'était une manière assez sympa de faire des films à l'époque, car il n'y avait pas de studio, de mémos, de notes internes, d'exécutifs pour vérifier votre travail. Vous pouviez réaliser le film que vous aviez au fond de vous. Le producteur était simplement là pour vous remettre en question, contrebalancer votre point de vue, mais toujours à travers une relation dynamique et très positive pour le film. Ensuite, j'ai commencé à tourner pour les studios, et là, vous devez constamment vous battre contre leurs mauvaises influences. Les studios pensent plus en termes d'argent. Ils sont plus frileux sur certains points, et les luttes d'ego se mêlent parfois à tout ça. C'est donc plus compliqué, voire beaucoup plus compliqué. Et puis parfois, tout se passe bien, et ils vous laissent tranquille. Sur Red Eye, par exemple, les gens de chez DreamWorks m'ont laissé faire mon film. Ils me faisaient passer des mémos, mais ne m'ont jamais obligé à suivre leurs instructions. Ils étaient fans de mon travail, en fait.
Quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était assez gênant parce qu'ils étaient en train de me dire qu'ils étaient au lycée ou à l'université quand ils ont découvert Les Griffes de la Nuit, et que c'est le genre de film qui les avait encouragés à se lancer dans le cinéma. Mon public m'embauche maintenant, c'est assez marrant. Ils m'ont beaucoup soutenu sur Red Eye, c'était donc une collaboration idéale. Mais en même temps, tout était déjà sur le papier. Le scénario était excellent, quasiment prêt à tourner. Après mes 4 premiers films, et notamment La Ferme de la Terreur et La Créature du Marais que j'avais tourné l'un à la suite de l'autre pour ensuite pouvoir prendre un peu de repos et de recul, je me suis mis à écrire un scénario à partir d'une idée que j'avais eue, celle de quelqu'un capable de sortir de vos rêves et de vous toucher. Parallèlement à cette idée, j'avais lu une série d'articles autour d'adolescents mourant à cause de leurs cauchemars. C'était un phénomène venu d'Asie du Sud-Est. Et il y avait eu une série d'articles durant 1 an et demi autour de ces jeunes de 20 ans qui vivaient des cauchemars de plus en plus intenses. Il y avait notamment le cas de ce jeune homme qui avait dit à sa famille qu'il finirait par mourir s'il s'endormait encore. Ses proches pensaient simplement que c'était les conséquences de la guerre à laquelle il avait participé au Cambodge. Il a essayé de rester éveillé aussi longtemps qu'il pouvait, mais il s'est finalement endormi et il est mort. Ses parents ont par la suite découvert qu'il avait gardé caché dans une tasse dans son placard les somnifères que lui avait donnés le docteur. C'était un détail incroyablement touchant et dramatique, et j'ai trouvé cette histoire finalement très cinématographique. Je me suis donc mis à écrire ce scénario, et au bout de 6 mois, Freddy Krueger était né. L'idée du tueur masqué de Scream vient surtout du scénariste Kevin Williamson. Son scénario disait simplement « un tueur portant un masque de fantôme », rien de plus. Dès lors, en tant que réalisateur, vous vous dites que si le tueur ne porte qu'un masque, ça ne va pas être très compliqué de le reconnaître, que ce soit par son sexe, sa taille ou sa carrure. Vous pouviez donc rapidement découvrir l'identité du tueur parmi vos amis. Nous avons donc décidé de mettre en scène un tueur entièrement costumé, et nous avons fait en sorte de choisir des comédiens de la même taille, portant tous des chaussures noires. Puis après, nous avons dû réfléchir au masque en lui-même. Et là, le hasard s'en est mêlé. Nous étions en train de faire des repérages dans une vieille maison où vivait une dame d'environ 70 ans qui venait de perdre son mari. Nous nous baladions dans la maison, et là, en haut des escaliers, je vois le masque. C'était tellement incongru de trouver ça là, et j'ai demandé à la dame ce qu'il en était, et elle m'a alors expliqué que son mari collectionnait les masques d'Halloween et qu'elle cherchait à s'en débarrasser. Je lui ai alors demandé si nous pouvions garder celui-là, et elle a accepté. Nous avons ensuite essayé de dessiner un masque s'inspirant de celui-ci, car nous n'avions pas les droits pour l'utiliser. Mais on ne parvenait jamais à un résultat satisfaisant. Donc sans avoir les droits, nous avons décidé de l'utiliser durant les 2 premiers jours de tournage. Au bout de 2 jours, j'ai eu un appel m'annonçant que nous avions enfin les droits. Heureusement, car jusque-là, je n'avais pas dit au studio que nous utilisions le vrai masque. Je crois d'ailleurs qu'il y a un plan dans le film où l'on voit un masque que nous avions essayé de faire nous-mêmes, et ce n'est pas très joli. Mais j'adore ce masque. Et il me rappelle bien évidemment le cri d'Edward Munch. Je crois en fait que c'était le masque parfait pour un film d'horreur du XXe siècle. Magnifique reportage, hein? Allez, bonne soirée.